y a une belle occasion, les élections législatives et municipales, pour montrer la puissance de son parti, à laquelle moi je croyais, que quand on trouve un subterfuge pour empêcher à ses autres lieutenants d'aller à l'élection et que les Noirs en souffrent dans leur chair, les gens même pleurent. Tout le monde pleure, les gens. Quand on a sémé la pauvreté, la désolation. Roger Justinois du MRC. Roger Justinois, est-ce que nous pouvons garder espoir que la critique de votre leader peut être entendue par cet organe en charge de gérer les élections au Cameroun? Je voudrais parler de l'ECAM. La critique que nous avons faite avec les chiffres à l'appui, je rappelle très clairement que dans le rapport des élections couplées de 2013, l'ECAM indique qu'on a 7 008 704 électeurs. Le 3 septembre 2024, le directeur général de l'ECAM, dans son point de presse, indique que nous avons 8 116 960 électeurs avant toilettage. La différence entre les deux, c'est 11 ans. Et la différence en chiffré est de 1 116 256. Ça veut dire qu'à 11 ans, en 12 ans, de 2012 à 2024, on a inscrit uniquement 1 116 256. Les chiffres sont imparables. Le professeur parle d'incohérence, les chiffres sont imparables et très cohérents. Ça démontre tout simplement la volonté de l'ECAM de maintenir les chiffres des inscriptions à un certain niveau. Parce qu'il faut être clair, la population de 2012... Je vous relance un peu, Roger. On va aller terre à terre. Il faut que les téléspectateurs nous écoutent. On comprend bien votre critique. En tout cas, moi, je comprends. Alors, si nous prenons, c'est une hypothèse, à la fin du processus d'inscription sur les listes électorales, nous avons par exemple 12 millions d'inscrits. Est-ce que ça peut créer ou bien changer la donne électorale pour que, je dis n'importe quoi, le RDPC ne puisse plus gagner? S'il y a plus d'électeurs, c'est forcément à l'avantage de l'opposition? Je ne veux pas répondre à la question comme ça. Oui. Pour l'instant, le plus important, parce qu'il y a une différence entre s'inscrire et voter. Tout à fait. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, ce qui intéresse les partis politiques, ce qui intéresse les Camerounais, c'est que nous nous inscrivons massivement sur les listes électorales pour qu'on atteigne des chiffres acceptables d'inscription par rapport au potentiel. Parce que le potentiel d'inscription au Cameroun, c'est au moins 15 millions. Au moins 15 millions. Parce que les chiffres, nous avons aujourd'hui un peu plus de 29 millions de Camerounais. Entre-temps, Justinois, est-ce qu'on va prendre les Camerounais par force à aller s'inscrire sur les listes? Non, mais c'est la question. Parce que les Camerounais veulent, vous avez vu l'engouement cette année, les Camerounais veulent bien s'inscrire sur les listes électorales. Les années antérieures, et les Cam travaillaient même jusqu'à 18h, les jours ouvrables. Et même les week-ends, les samedis, dimanches, on inscrivait les gens. Mais pourquoi est-ce que, posez-vous la question, pourquoi est-ce que c'est quand les Camerounais démontrent un engouement à s'inscrire qu'on met en place des restrictions? On dit, on inscrit de remettre jusqu'à 15h30 et puis on inscrit pas le week-end. Pourquoi est-ce que ça c'est au moment-ci que l'on fait que les Camerounais qui sont établis à l'étranger ne peuvent pas s'inscrire? Je vais vous dire. Et vous allez par là. La loi est claire. Les inscriptions commencent le 2 janvier et se clôturent le 31 août de chaque année. Tout à fait. Depuis le 2 janvier 2019, les Camerounais établis à l'étranger n'ont pas participé aux inscriptions sur les listes électorales. Ce n'est que cette année, et en quelques mois seulement, et avec beaucoup de restrictions. Puisqu'on va vous parler de la carte consulaire, qui n'est mentionnée nulle part dans le code électoral, on va vous parler du passeport, et puis encore, dans cet endroit, comme en République du Congo, on vous dit non, il faut prendre un rendez-vous préalable pour venir s'inscrire sur les listes électorales. Au Cameroun, nous avons pas mal de restrictions. Lorsqu'on vous inscrit sur l'électorat, la loi est claire, on doit vous remettre immédiatement un récépissé. Parce que la loi dit que c'est ce récépissé qui vous permet de faire la moindre réclamation. Mais cette année, on a vu à pas mal d'endroits à travers le pays, les Camerounais se fait inscrire sans récépissé généré par la machine. Alors, cela, qu'est-ce qui prouve que ces Camerounais ont été inscrits? Rien du tout. Et voilà pourquoi nous demandons au directeur général des CAM de publier la liste électorale nationale
pas celle qu'on publie par miette au niveau des antennes. Non, ils ont un site. La loi n'a pas pesé dans quelle forme on peut publier. Elle est quand même un site internet. Même s'il n'est pas à jour comme je le constate, mais ils peuvent publier même sur un site la liste électorale nationale. Ça permettra à chaque Camerounais, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, de vérifier que son nom figure dans la liste électorale. C'est de ça qu'il est question. Merci. Je voudrais passer également la parole au professeur Mathias Eric Owonangini en appelant beaucoup plus le politologue sur le plan analytique. Monsieur le politologue, y a-t-il un enjeu au niveau du nombre lorsque nous parlons d'une élection présidentielle par rapport aux partis au pouvoir et aux partis de l'opposition? Non, ce n'est pas par rapport aux partis qu'il y a un enjeu. C'est par rapport à la solidité du socle électoral dont peuvent bénéficier les formations politiques. Le fait qu'il n'y ait plus d'électeurs ne vous dit pas nécessairement qui va gagner, parce que vous ne savez pas dans quelles conditions ces électeurs s'inscrivent et quelles sont leurs motivations. Donc, faire croire que parce qu'il n'y aura plus d'électeurs, ça signifie que les formations d'opposition vont gagner, c'est une vue de l'esprit qui peut être partiellement ou totalement discutable. Le problème qui se pose, ce sont les attitudes mentales qui se sont sédimentées en raison des résultats des différentes élections qu'il y a eu depuis 1990. Ça veut dire qu'à tort ou à raison, il y a d'importants segments de la population qui, pour telle ou telle autre motivation, ne font pas confiance au processus électoral. Pendant longtemps, les formations d'opposition se sont reposées sur ça pour discréditer le processus électoral, avant de se rendre compte qu'en réalité, c'était à leur détriment. Maintenant, elles ont changé d'orientation et même les partis boycotteurs se montrent les plus activistes quand il faut maintenant inscrire les gens sur les listes électorales. C'est bien, mais par rapport aux échéances qui arrivent, c'est déjà peut-être un peu tard. Mais il y a eu une discussion sur ce plateau. J'interroge encore le politologue. Lorsque un parti de l'opposition a boycotté une élection et que par voie de manière au niveau de la déduction, là je suis au niveau du code électoral, le leader de ce parti ne peut plus être candidat avec son parti politique. Est-ce que le même leader a toujours droit d'exprimer ses opinions? Il y a des choses qui doivent être clarifiées. Monsieur Niemek n'a pas refusé que le leader s'exprime. Il n'a pas dit que le leader du MRC ne pouvait pas s'exprimer. Ce que monsieur Niemek a mis en évidence, c'est le problème de la crédibilité d'un leader qui a choisi une orientation à un moment décisif, parce que nous étions dans l'entrée d'un cycle électoral, l'entrée d'une législature, qui a choisi de ne pas aller aux élections, alors que le même leader avait fait preuve, qu'on le veuille ou pas, d'une certaine compétitivité à l'occasion de l'élection présidentielle. Une telle attitude a des effets. Vous ne pouvez pas croire que ça n'a pas eu des effets sur la configuration du jeu. Et je crois simplement que ce que M. Niemek disait, c'était que en raison de cette position et en raison des effets de cette position, il y a un problème de crédibilité. Maintenant, j'ai entendu les représentants des formations d'opposition ainsi dire qu'il n'y avait pas de consensus. Mais si je voulais polémiquer, je dirais que je peux rire. Il y a bel et bien un consensus. Il y a des points sur lesquels les partis politiques du Cameroun ont toujours été d'accord, monsieur Haïssi. Vous savez lesquels? Non. Il y a bel et bien un consensus. Les formations politiques du Cameroun, depuis mars 92 jusqu'au moment où je vous parle, ont toujours été favorables à un système qui exclut les candidats indépendants. Vous avez compris? Ah oui, parce que ça fait leurs bonnes affaires.
Merci, Pierre Bleriot et Nyemek. Nous allons clôturer progressivement avec le deuxième point. Est-ce que la crédibilité d'un leader, c'est à la participation à une élection contre les intérêts de son parti? Non, nous avons évolué, monsieur Noir. Le président Kamto, c'est pas parce qu'il n'a pas le MSA bloqué l'élection de 2020 qu'il n'est plus crédible. Non, il est entièrement crédible. Il est entièrement crédible. On a compris. Et ça, on ne peut pas. Personne ne peut le lui enlever. Amen. Pierre Bleriot, Nyemek, le processus électoral se poursuivra. Nous n'avons peut-être pas le choix, que ce soit les partis politiques ou alors les citoyens, et l'ICAM continuera donc à inscrire les Camerounais. Mais il y a un autre aspect quand même, le monsieur Noir du MRC l'a relevé tout à l'heure, les Camerounais vivant à l'étranger, ce que nous appelons habituellement la diaspora, ils se plaignent de ce processus électoral. Je vais vous beaucoup plus parler des inscriptions sur les listes électorales. Apparemment, c'est coincé. Mais parfait ici, moi je ne sais pas comment je dois parler. Je dis pourtant les choses de la manière la plus simple. Il y a deux types de diaspora, je l'ai dit lors d'une autre émission. Il y a la diaspora que le Cameroun rejette en ne résolvant pas le problème de la double nationalité. Elle est majoritaire, cette diaspora. Il faut poser le problème sur la table. Si on ne résout pas le problème de la double nationalité, il faut clairement dire à ces gens-là que pour les institutions camerounaises, ces gens ne sont pas des Camerounais. Si on le dit, on ne va pas faire de double jeu. Et il y a donc parmi eux des gens qui aimeraient pouvoir participer au processus électoral. Personnellement, je suis favorable à ce qu'on enlève ce faux verrou de la double nationalité et qu'on permette à tous les Camerounais de s'exprimer. Mais je ne suis pas politicien, je fais autre chose. Maintenant, le RDPC et ses autres amis, c'est-à-dire ses amis Frundi, ses amis Kamto et eux. Non, Kamto n'est pas le RDPC. Et ses non, amis. Retirez ce qu'on a dit là. Comment je vais faire? Non, retirez. Donc le RDPC n'est pas mis avec. Mais qu'est-ce qui te fait dire que Kamto maintenant je réponds clairement. Parce que là vous faites une affirmation gratuite. Elle est sur le plateau. Donc elle est basée sur quoi? Il faut donc que je dise. Parfois, c'est quand Docteur Chi a essayé de me triper là, je lui disais quoi clairement? Nous qui avons soutenu ces grands leaders depuis le début, moi j'étais favorable à Frundi. À mon jeune âge, je marchais dans Tumbalmao, je criais power, sofa don't finish, power to the people. Mais quand je me retrouve à un moment crucial où Frundi aurait pu faire basculer la politique, et que le gars, je ne sais pas comment il a fait, il a disparu, il n'a pas été candidat, j'ai été dessus. Quand je revois le même scénario, parce que pendant que le professeur Maurice Kamto se plaignait d'avoir été volé à l'élection présidentielle, je me suis dit, si on lui a volé l'élection présidentielle, il y a une belle occasion, les élections législatives et municipales, pour montrer la puissance de son parti à laquelle moi je croyais. Quand on trouve un subterfuge pour empêcher à ses autres lieutenants d'aller à l'élection et que les Noirs en souffrent dans leur chair, les gens même pleurent. Tout le monde pleure, les gens. Quand on a sémé la pauvreté, la désolation, le désarroi. Donc on a fait le pouvoir devient riche. Oui, lui-même devient riche. Bien sûr. Les gens entrent à la politique. Non, laissez ça. Non, c'est pas comme ça que l'on comprend la politique. Quand on a fait cela, la déception a été encore grande. J'aurais voulu que l'opposition ait peut-être 80 députés à l'Assemblée nationale. Quand le RDPC veut faire ce qu'il fait souvent là, quand les gars du MRC, du PCRN et autres, que Kablan ne soit pas le seul à aller arracher un micro, qu'on tape même sur les députés du RDPC, on les jette hors de l'émission. On ne va pas faire la promotion de la violence. C'est ce que j'aurais aimé. On ne va pas faire la promotion de la violence. Oui. Et on a donc ces 17 députés. Parce que Kamto est allé se balader dans la nuit avec des amis. Créez votre parti, allez aux élections. Tout le monde n'a pas besoin de créer les partis. Donc, Kamto nous a arrêté de Kamto. Je dis votre parti, allez aux élections. Comme tu dis souvent, Bia. Donc, quand les gens ont marché ça, ils n'aiment pas la réciproque. Ils aiment le problème, n'aiment pas être critiqués. C'est des gens qui nous ont bouffé nos espoirs. Laissez Kamto tranquille. Kamto était bien placé pour secouer le RDPC. C'est compris. Ce qu'il fait là maintenant, c'est de l'agitation. Il sait ce qu'il fait. Et je vais vous dire même,
puisque Kamto ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. C'est vous qui le dites, hein? Il ne sera pas. C'est vous qui le dites. Il sera comment? Je vous ai déjà dit ici, qu'on ne mange pas la chute du deuil avant le deuil. On mange même quelquefois avant. Donc je vais vous dire que, attendons le bien candidat à l'élection présidentielle de 2025 que vous voulez ou pas. Non, quand on ne sera candidat à aucune élection présidentielle. Attendons non 2025. Non, pas un problème. Parce que vous savez qu'il ne sera pas. 2025 n'est pas loin. Il sera bel et bien candidat. D'accord. Du MSC et de la PC. Du MSC en plus, c'est compris. Je connais Chi au sortir de ces débats concernant donc le fichier électoral. Que faut-il faire pour avoir un peu plus confiance à ce fichier électoral? Bon, je pense que j'ai souligné le besoin du consensus, d'un dialogue sur la chose électorale. Le SDF, depuis sa naissance en 1990, a toujours souligné l'importance d'avoir une commission électorale indépendante pour garantir des élections libres, crédibles et acceptables. Et pour juste souligner ce que venait de dire le professeur Mathias Ouonagini sur la question du consensus. Le SDF, comme d'autres partis politiques, sont des partis politiques. Ils sont créés pour compétir pour le pouvoir. Donc, naturellement, le SDF est concerné par ce travail. Et que la question de la candidature indépendante n'est pas l'objet d'un quelconque consensus. Et je mets le prof à défi de démontrer la preuve, de nous donner la preuve s'il a une plateforme, il connaît une plateforme où on s'était assis et on a dit que bon, voilà, on est d'accord, il faut pas de candidats indépendants, que le prof le dit. Et quand je parle de consensus, quand nous parlons du consensus en matière électorale, c'est d'abord le code électoral. qu'on s'entend sur un minimum en ce qui concerne le code électoral. Donc le consensus ne serait pas parce que il y a telle disposition, vous dites que bon, parce que cette disposition existe, ça veut dire que les partis politiques vraiment ont accepté, ils ont fait consensus. On ne peut pas limiter le consensus à ce niveau. Et très rapidement, pour souligner aussi ce que dit le consultant, je puisse vous dire que je comprends la déception des personnes par rapport à la stratégie du SDF depuis les années 1990. À peine après la naissance, nous avons pris option pour une commission électorale. En même temps, quand même, hein, je ne vous interromps pas, vous avez dit que cela a été une stratégie. C'est-à-dire que je vais expliquer. Attendez d'abord, lorsque vous regardez devant un miroir depuis cette époque, avez-vous l'impression que cette stratégie de boycott avait servi au SDF ou alors avait participé à tuer ce grand parti politique? C'est-à-dire en toute honnêteté. Le SDF dont parler de tuer est totalement exclu. Donc, je dis que la stratégie de boycott a été adoptée dans les... Cela a été une stratégie gagnante? Depuis 1900... Attends, je viens s'il vous plaît. Depuis 1991, nous avons adopté cette stratégie de boycott et à cette époque, c'était plus prometteuse, même plus qu'aujourd'hui, parce qu'il y avait très peu de partis politiques. Et en 1992, sur la plateforme des partis politiques qui était pour l'organisation d'une conférence nationale souveraine, on s'était entendu, et le chairman et Samuel Eboa et les autres jouaient un rôle très très important dans cette plateforme. On s'était entendu de ne pas aller aux élections s'il n'y avait pas un organe indépendant pour gérer les élections. Et il faut souligner aux téléspectateurs parce que les élections des années 90 ont été... les élections des années 90 ont été faites avec le code électoral du parti unique. C'est que selon le SDF et d'autres partis de l'opposition n'était pas juste parce qu'on ne pouvait pas faire le système politique avait changé d'un système parti unique à un système multiparti. On ne pouvait pas adapter le code électoral parti unique à un système multiparti. C'est très rapidement, oui, on a pris cette option.
et le pouvoir a usé de la corruption. Il faut aussi dire aux téléspectateurs que les élections de 1992, les élections législatives, sont les élections les plus financées au Cameroun. Et les partis politiques qui sont allés à ces élections, on leur avait promis une enveloppe de 500 millions. C'est ce que les Camerounais doivent retenir. Vous avez la preuve? Bien sûr, il y en a. Il y en a des documentations qui... Mais ils ont gagné, ils ont gagné cette année. S'il vous plaît. Il y avait quel parti? S'il vous plaît. Il y avait l'opposition, il y avait d'autres partis d'opposition qui sont partis, il y avait l'UNDP, il y avait l'UPC à 18. Je ne sais pas, il faut aller les demander. L'UNDP a eu 68. Je dis, cher grand frère, laissez-moi parler. Je comprends votre déception. C'était des stratégies qu'on a adoptées. Et en 1999, on a eu la convention de Yaoundé, où on a examiné notre stratégie. Et pour vous donner la preuve que le chairman et le SDF étaient dans le souci d'améliorer le quotidien des Camerounais et le jeu électoral, le chairman, nous avons boycotté les élections locales et nous avons boycotté les élections présidentielles. Ça veut dire que le chairman a boycotté sa propre élection. Le chairman n'a pas laissé les autres boycotter leur élection. Ah ben tu viens de tirer sur le pied du MSC. Non, ne me prenez pas le mot. Oui, tu viens de le nom du MSC. Non, tu viens de tirer. Non, je n'ai pas appelé le nom. Tu n'as pas besoin d'appeler le nom. C'est-à-dire que quand lui n'a pas boycotté sa propre élection, comme le voilà, vous le comprenez ici. Je ne veux pas comprendre comme ça. Tu veux qu'on comprenne comment? Non, ce n'est pas à moi de dicter comment vous allez comprendre. Laissez-moi expliquer ce que j'explique. Et maintenant, il ne veut pas boycotter son élection. Laissez-moi expliquer ce que j'explique. Je dis donc on s'est réexaminé lors de la convention de 1999 ici à Yaoundé, qui était l'un des congrès les plus déterminants dans la vie du SDF. Et l'un des résolutions de ces congrès était qu'on n'allait plus boycotter les élections. Voilà. Mais cela signifie que vous avez regretté le boycott. Bien sûr, voilà. Je regrette de ce boycott. Et c'est très important. On a les regrets de ce boycott. Voilà. Mais s'il vous plaît, on a regretté ce boycott. Mais pourquoi le MSC, après vous, au lieu de prendre la sagesse chez vous, vient faire la même bêtise? Non, s'il vous plaît. Vous ne regrettez pas. Si vous avez perdu 3 tiers, s'il vous plaît, je veux éclairer les téléspectateurs. Nous n'avons vous disant, monsieur Pierrot, c'est 1 minute. Ok, vous allez chuter. Je veux éclairer les téléspectateurs tout en vous disant, monsieur Pierrot, que je reconnais les sacrifices que les Camerounais ont donnés pour le SDF. Mais il faut que ces Camerounais-là, ceux qui sont plus âgés que nous, qui étaient devant quand moi j'étais bébé, je reconnais les sacrifices. Mais ce que j'explique aujourd'hui, c'est pour leur rassurer qu'il n'y avait pas une quelconque trahison, qu'il ne s'était pas une histoire d'amis. Le problème, c'est que... Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, attends, j'explique. Tu connais l'affaire des bateaux au port. Attends, l'histoire des bateaux au port. S'il vous plaît. C'était pas une question de trahison, c'était un problème de stratégie. Et on a utilisé cette stratégie plusieurs fois. On a tiré nos leçons. Et on a pris une autre démarche. Voilà pourquoi on est allé aux élections. On est allé aux élections. Vous vouliez donner une ou deux précisions rapidement. Très rapidement, monsieur Haïssi. Je suis très étonné. Monsieur Chi fait comme si la souveraineté appartenait au parti politique. Non. S'il y a un système de pluralisme politique, les élections peuvent s'exprimer à travers les représentants des partis, mais aussi des candidats indépendants. Mais est-ce que vous avez déjà entendu les partis en parler? C'est parce qu'ils sont tous d'accord sur le fait qu'il faut exclure. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est clair. Il faut aller dans la proposition consensuelle. C'est clair. Il faut aller dans les 11 points au président de la République. Il faut aller donc voir si on a refusé. Donne-moi la preuve. Mais c'est vous qui avez donné la preuve. Est-ce que vous avez dit quelque chose? On a dit qu'on ne veut pas de candidat. Comment ils sont? Vous savez ce que nous on a refusé. Vous savez qu'on a refusé que Mais non, cher professeur, cette affaire de consensus est une ruse de trop. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. On n'a jamais pris une décision pour dire qu'on ne veut pas de décision, le consensus. Non, on n'a jamais dit qu'on
ne veut pas de candidature. De on dit que tous les consensus sont explicites. Non. Consensus, quand on dit consensus, ça doit être explicite. Si vous n'avez pas consensus, vous avez fait de la société pour savoir ce que vous n'avez plus la parole. C'est parce que je l'ai dévoilé. C'est parce que je l'ai dévoilé. C'est ce qu'il fallait encore dire concernant ce deuxième sujet du jour. Nous revenons dans quelques secondes pour la dernière ligne droite de ce programme.